3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Chéniaud est avec nous, le directeur de la recherche de General Investments. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire, meilleurs vœux. J'ai meilleurs vœux à vous également, meilleurs vœux à tous les trois d'ailleurs. Gérald Grant, associé et directeur de l'allocation d'actifs et de la sélection de fonds de Fundaisy, c'est avec nous également. Bonsoir Gérald. Bonsoir Grégoire et meilleurs vœux. Et meilleurs vœux à vous également. Et Kevin Tozet, meilleurs vœux Kevin, membre du comité d'investissement de Carmignac. Messieurs, évidemment, donc Donald Trump et la guerre d'indépendance de la Réserve fédérale américaine. J'ai en tête une phrase de votre confrère chez Carmignac, Raphaël Gaillardeau, que je cite, chef économiste de Carmignac en fin d'année à l'occasion des prévisions que vous présentiez à ses côtés, Kevin, qui avait eu cette petite phrase à une question qu'on lui posait sur comment Donald Trump va agir vis-à-vis de la Réserve fédérale américaine. Ne jamais sous-estimer la capacité de Donald Trump à vandaliser les institutions américaines, y compris les plus puissantes. Oui, ben voilà, donc la Réserve fédérale, alors aujourd'hui, ça fait quand même quelques mois qu'on est dans ce cadre-là, hein, c'est-à-dire que sur le fond de ce qui est a priori reproché à M. Powell, voilà, on se souvient de cette réunion ou cette séquence avec leur casque de chantier à visiter un des bâtiments en pleine réflexion. Voilà, ces attaques régulières vis-à-vis à l'endroit de la Réserve fédérale, c'était un peu mise sous le radar ces derniers mois. Ça revient sur le devant de la scène. Ce qui nous surprend, ou ce qui peut nous surprendre, c'est pas tant sur le fond, ça fait quand même un moment que c'est là, c'est plutôt sur la forme, et notamment le fait que ce soit M. Powell qui, hier soir, cette nuit, exprime par le truchement d'un communiqué de presse, par cette intervention vidéo-là. Il faut bien comprendre le caractère inédit de la sortie de Jérôme Powell hier soir, c'est ça? Exactement. Et donc, ça laisse entendre que voilà, c'est un nouveau front de guerre, peut-être un peu exagéré à l'aune de ce qui s'est passé il y a une semaine, mais voilà, il y a une nouvelle passe d'armes, on va dire, entre l'exécutif et le monétaire, et ça vient encore une fois questionner l'indépendance de cette institution, avec toutes les répercussions que ça peut avoir en termes de mouvement de marché. On l'a dit, on a encore une fois de façon concomitante une baisse du dollar américain, des actions américaines et des obligations souveraines américaines. Tout ça sur fond de dominance budgétaire, en tout cas conditionnement d'une politique monétaire à l'exécutif. Et voilà, on ouvre un petit peu la séquence aussi, c'est-à-dire qu'on devait avoir vendredi un avis rendu par la Cour suprême sur on va dire la légalité des tarifs douaniers, qui a été décalé dans le temps. A priori, on devrait les avoir mercredi ou après mercredi. Et là aussi, eh bien, on peut s'attendre en fonction du rendement qui est jugé. Si je regarde les sites de paris en ligne, une probabilité relativement élevée que la Cour suprême se prononce contre la mise en place de ces tarifs douaniers, et donc avoir un nouveau front ouvert par l'exécutif à l'endroit, encore une fois, des institutions américaines. Sur la Fed, si la visée de Donald Trump et de son administration est bel et bien, effectivement, de rendre l'institution moins indépendante, comment on comprend le timing, entre guillemets, de l'attaque, c'est-à-dire à 3-4 mois de la fin du mandat de Jérôme Powell en tant que président de la Réserve fédérale américaine, alors que d'autres hommes plus loyaux sont en train de prendre leur place au sein de la Fed. Oui, alors c'est sans doute une hubris, comme ça on dit. Il peut aussi quelque chose de cet ordre-là. Il y a aussi cette volonté de M. Trump de fight, comme il montrer a qu'il dit. Est combatif. Exactement, montrer qu'il agit. Qu'il est combatif, le point levé, et ça dans un contexte où les enjeux d'accessibilité, de pouvoir d'achat sont extrêmement importants aux États-Unis, a fortiori dans une année de demi-mandat. Il l'a dit lui-même, s'il perd ses élections de novembre, eh bien, il y a un risque qu'il soit à nouveau empêché par les députés américains. Et donc, sans doute, il fait tout, et en tout cas, il attaque sur tous les fronts pour pouvoir adresser cela. Ça passe par l'indépendance d'institutions, ça passe aussi par des attaques, plus ou moins dirigées. Il mord un peu la main qu'il a nourrie. Les cartes de crédit. Les cartes de crédit, le non-paiement de dividendes ou de rachats d'actions dans le secteur de la défense, certaines entreprises phares, des actifs non cotés, qui ils veulent les prévenir d'acheter du résidentiel américain. Voilà. Il y a quand même un certain nombre de fronts
qui s'ouvre. Je ne sais pas si c'est le désespoir ou voilà, cette volonté très forte de reprendre, on va dire, certains points de popularité. Et on le voit d'ailleurs dans les intentions de vote sur cette année, mais il a repris 1% dans cette séquence-là. Donc peut-être que ça l'encouragera à en faire davantage. Intéressant qu'il soit, alors pour les objectifs qu'il poursuit, capable de prendre ses distances quand même, comme vous dites, mord de la main qu'il a nourri, capable de prendre ses distances vis-à-vis d'industries qui ont largement financé contribué à son campagne. Élection. Alors, dans quelle mesure ça devient gênant ? Le fait de voir Jérôme Powell sortir un dimanche soir dans une vidéo pour expliquer... non seulement que l'attaque de l'administration Trump est inappropriée, mais qu'elle est un prétexte qui vise... Je veux dire, il donne une grille de lecture qui montre quand même la hauteur du problème, j'imagine. Pour lui, en tout cas, pour lui et ce qu'il représente, la Fed, bien sûr. Oui, c'est assez remarquable qu'il n'a pas attendu le début de la semaine pour réagir. Et Mme Yellen en a remis une couche aujourd'hui en disant que c'était un sujet d'inquiétude majeur et que les marchés devraient réagir. C'est un point particulièrement sensible cette année, puisqu'on va avoir la nomination d'un nouveau président de la Fed qui prendra ses fonctions au mois de mai. Vous savez qu'il y a deux favoris chez les bookmakers qui sont vraiment au coude à coude. C'est messieurs Hassett et Warsh. Alors, monsieur Hassett est le chef économiste de la Maison-Blanche aujourd'hui, et donc il est considéré comme quelqu'un de très proche de Donald Trump. Très loyal. Très loyal. S'il venait à gagner, on peut penser que les inquiétudes sur l'indépendance de la Fed, enfin s'il devait être nommé, s'il devait gagner cette course, les inquiétudes sur l'indépendance de la Fed probablement augmenteraient. Inquiétudes sur l'indépendance de la Fed, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire probablement un dollar plus faible, et ça veut dire une courbe des taux probablement plus pentue, avec des taux longs qui éventuellement pourraient se tendre. Alors, cette question d'indépendance de la Fed, évidemment, on va regarder les chiffres d'inflation de très très près cette semaine, mais il y a un autre sujet, c'est la productivité. La productivité, on a eu les chiffres du troisième trimestre qui étaient très forts la semaine dernière, et donc... C'est quasiment un rythme de croissance de la productivité de 5% par trimestre, c'est ça Oui, 5% annualisé. Alors, annualisé, si on regarde sur les 4 derniers trimestres, c'est vrai qu'on a vu une certaine faiblesse au deuxième trimestre, donc sa moyenne, mais quand même, si on regarde la tendance, il y a une reprise très claire de la productivité, alors même que l'intelligence artificielle, probablement, en tout cas si on écoute les entreprises, n'a pas encore produit ses effets. Nous, on montre que historiquement, quand il y a un tel bond de l'investissement dans la technologie, c'est suivi par des gains de productivité. Donc on peut être relativement optimiste en la matière, mais après ça soulève des questions sur la Fed, c'est-à-dire que aussi bien Hassett que Warsh croient en cette thèse de productivité et disent, en l'occurrence, ça va maintenir l'inflation sur des bas niveaux. L'inflation participe à une inflation basse, en effet. Et donc, il pourrait embrasser, je dirais, le comportement qu'a connu la Fed à la fin des années 90 avec Greenspan en disant... Vous inquiétez pas sur l'inflation, la productivité est forte, il n'y aura pas d'inflation, et donc on peut se permettre d'assouplir la politique monétaire. Donc est-ce que ce sera justifié par la productivité, ou est-ce que ce sera considéré comme une perte d'indépendance ? C'est assez difficile, le thème de... Non, mais vous apportez quand même une partie de la réponse avec les équipes de General Investment, puisque vous dites que oui, dans un contexte d'investissement gigantesque dans la technologie, dans de nouvelles technologies de rupture, les chances de voir cette croissance de la productivité sont majeures. Mais il y a quand même un pari sur l'avenir, puisque personne n'est certain la soutenabilité de ces investissements, etc. Voilà, de ce qui va se produire en termes d'impact sur l'économie réelle. Mais c'est vrai qu'on soupçonne des gains de productivité. Mais en attendant, avant que l'impact IA soit tout à fait évident, le marché va quand même spéculer sur une perte d'indépendance. Et ça, c'est quand même... pas forcément très bon pour les actifs américains, en effet. Kevin ? C'est gains de productivité, donc c'est, on va dire, 1,5% par an en moyenne sur les 10 prochaines années. C'est bien en moyenne sur les 10 prochaines années. Le marché, ce qu'il regarde, c'est certains indicateurs coïncidents qui tentent à montrer que la croissance économique américaine, si je regarde des indicateurs comme celui de la Fed d'Atlanta, qui estime le PIB aujourd'hui, il est à plus de 5%. Donc on a quand même un stimulus budgétaire, un stimulus monétaire, avec une économie qui croît à 5% et des salaires qui sont en croissance de
4% en rythme annualisé. Donc, encore largement au-delà du potentiel. Là, c'est importante. Pour l'instant, pour l'économie américaine. Gérald, vos commentaires, je reviens quand même au sujet de la Fed, et puis je veux bien qu'on décrive la manière dont le marché réagit. Janet Yellen nous dit il faudrait que les marchés réagissent. Est-ce que les marchés réagissent à ce risque de perte d'indépendance de la Réserve fédérale américaine ? Déjà, en préambule, je suis épaté du nombre d'heures que constitue la journée de Donald Trump. Je sais pas, il doit avoir 36 heures en 24. J'aimerais bien avoir les mêmes, vu tout ce qu'ils annoncent à chaque fois. Non, mais je pense que plus sérieusement, oui, effectivement, le sujet de l'indépendance, c'est pas nouveau. On en parle depuis déjà longtemps, Kevin l'a dit. Mais après, pour que les marchés réagissent, il faut aussi qu'ils estiment qu'il y a un risque à ce que la Fed, en allant faire ce que Trump souhaite, à savoir des baisses de taux massives, se plante. Parce qu'effectivement, dans tous les scénarios, et chez Fundnesis, on s'est amusé à faire ça en début d'année, plutôt que de raconter notre scénario qui est toujours à peu près le même qu'on avait depuis quelques mois, on l'a rappelé, mais on s'est aussi posé les questions par où on pourrait finalement se planter et qu'est-ce qui pourrait mal aller. Et je pense que le plus dangereux, c'est l'erreur de politique monétaire avec des baisses de taux qui seraient effectivement trop violentes par rapport à ce qui se passe. Mais ce serait une baisse aveugle des taux qui poserait problème au marché. Et on rejoint les baisses de taux ce que disait Vincent avec la pontification, etc. Mais est-ce qu'effectivement, on va aller jusque-là ? Parce que jusqu'à présent, les stats qui sortent, finalement, quand c'est une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle, le classique. Les chiffres de l'emploi de vendredi dernier, finalement, il en ressort qu'à 46 000 ou 48 000 en moyenne sur les 12 derniers mois. Finalement, c'est une vraie récession de l'embauche. C'est la pire année en termes de création d'emplois, hors récession, depuis 2003. Donc c'est quand même pas bon, on le sait. En moyenne, on est à 100 000 et on dit que 150 000, on est bien. Là, on est bien en dessous. Donc finalement, quelque part, aller reprocher dans les mois qui viennent s'il n'y a pas de gros... Alors évidemment, il y a la fête d'Atlanta qui annonce 5, donc la croissance est là, etc. Mais sur le marché de l'emploi, si on peut justifier que ça nécessite cette baisse de taux, pourquoi est-ce que le marché, finalement, il reste sanctionné fort ? Moi, je trouve que pour le moment, ça ne sanctionne pas trop. La main de Jérôme Powell n'a jamais tremblé sur ce genre d'argument, et pas qu'en 2025. Exactement. En 2024, on fait quand même 50 points de base en septembre, sur la base de signaux annonçant ou confirmant un ralentissement du marché du travail. Tout à fait. Donc je pense que la vérité est un peu entre les deux. On a effectivement la peur juridique du manque d'indépendance, mais il y a aussi les faits qu'on va suivre de ce que fera la Fed, parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Powell va probablement pas partir avant la fin de son mandat maintenant. Il met un peu de pression, mais voilà. Donc on va voir un peu. Alors est-ce que c'est pour pousser un peu une dernière baisse un peu plus franche ? Est-ce qu'il reste comme gouverneur jusqu'en 2028 ? Alors voilà, ça c'est une autre question, effectivement. Histoire de participer au débat. Est-ce qu'il en aura rempli lui-même ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que le juge de paix, ça sera ça. Est-ce qu'on va aller trop loin en fonction des données économiques ? Et là, ça peut dérailler, effectivement. Mais si les données économiques restent ce qu'elles sont pour le moment, sur le marché de l'emploi en particulier, et avec ce qu'a rappelé Kevin, à savoir, il faut tout faire pour être réélu au midterms, parce qu'effectivement, le but, là, c'est de plaire à l'américain de la rue, on va dire. On pourra difficilement lui en vouloir. Il peut obtenir des résultats, parce que il y a la pression mise sur la Fed, on a décrit évidemment, alors ce sont des annonces, il n'y a même pas d'ordre exécutif signé pour l'instant, mais limiter les taux de crédit des détenteurs des cartes de crédit à 10% quand on est au plus du double depuis des années, c'est un business, c'est un marché d'1 trillion de dollars. Le pétrole, avec la saisie du pétrole vénézuélien, des mortgages à 50 ans, etc. Je veux dire, il est sur tous les fronts. Est-ce qu'il peut obtenir est-ce qu'il a une chance ? C'est une question ouverte, je ne sais pas si on a la réponse, mais est-ce qu'il a une chance de redresser la barre avant des élections de mi-mandat qui sont généralement perdues d'avance pour le locataire de la Maison-Blanche ? Vincent parlait de la pontification de la courbe des taux. Il y a ce qui se passe sur les cartes de crédit, il y a aussi ce qui se passe sur ces demandes à Fannie et à Freddie d'aller racheter des prêts hypothécaires. Il y a peut-être des effets de seuil, c'est-à-dire que 6% sur un taux d'emprunt à 30 ans aux États-Unis, c'est historiquement à peu près la moyenne. Et c'est les niveaux sur lesquels on voit une reprise de la demande du crédit, on voit du refinancement. Donc ça peut être
son risque à lui ou son pari à lui, mais le risque c'est bien celui-là, c'est-à-dire que vous parliez des baisses de taux de 50 points de base de 2024. Si on restimule, les taux longs, ils ont à peu près monté autant que ce que les taux courts ont baissé à l'époque. Et sur 2025, on a eu des baisses de taux, là aussi, on a eu une pontification, en tout cas cet écart entre les taux courts et les taux longs, des courbes qui sont pontifiées de l'ordre de 0,7%. Donc il y a quand même, le marché fait aussi, en tout cas en partie son travail. Dans ce débat des banques centrales, c'est marrant, c'est ce que je retiens aussi des débats qu'on avait ici en plateau en fin de semaine dernière, où on parlait du sujet de l'indépendance de la Fed, et en miroir, j'ai l'impression qu'on s'inquiète assez vite, effectivement, on s'inquiète du risque de perte d'indépendance de la Réserve fédérale américaine, quand, d'un point de vue européen, je trouve qu'il y a beaucoup d'intervenants qui peuvent être critiques sur, une indépendance un peu trop forcenée de la Banque Centrale Européenne, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire, Vincent ? Oui. C'est-à-dire que dans un moment où le policy mix est quand même très stimulant, avec alors une coordination, une concomitance d'intérêts entre les politiques monétaires, les politiques budgétaires, etc., en Europe, ça coince un peu, quoi. Oui, alors on est dans une situation très, très différente. La BCE a déjà baissé ses taux à 2%. A priori, elle a terminé. Je n'exclus pas une baisse supplémentaire du fait d'une inflation trop basse, puisque l'inflation a chuté à 2% et le risque demeure à la baisse. Mais je dirais que la position de la BCE aujourd'hui est quand même relativement confortable. Et le policy mix, globalement, est également favorable à l'économie globale. Et je suis relativement optimiste, je dois dire, d'abord parce que les conditions financières sont extrêmement accommodantes. Les marchés d'actions sont hauts, donc le coût du capital est faible, les spreads de crédit sont extrêmement bas, les banques centrales ont baissé les taux. La politique budgétaire, effectivement, on parlait du policy mix, est favorable. Aux États-Unis, et c'est peut-être pas assez discuté dans le marché, on va avoir clairement un stimulus budgétaire cette année. Ça accompagne évidemment le stimulus allemand, le stimulus japonais dans une moindre mesure. Chinois, qui va être probablement ce qui va surtout se dérouler au premier semestre. Donc tout ça est quand même assez favorable pour l'économie globalement et les actifs risqués. Alors après la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un emballement? On voit que le sentiment des investisseurs est déjà très positif. Par contre, le positionnement nous semble beaucoup moins extrême. Ah ouais, je comprends. Mais vous dites, même en Europe, ce choc financier positif en Europe, il est là aussi présent. Il va se traduire dans des chiffres. Ça veut dire quoi ? Il y a des surprises positives à attendre de l'économie européenne cette année ? Ou est-ce qu'on est toujours limité par une croissance potentielle qui est à la hauteur de ce qu'on est capable de produire, pour dire les choses ? Non, les derniers indices marquent plutôt un léger tassement, une petite perte de momentum. En Europe, si on regarde, en Allemagne en particulier, si on regarde les anticipations de l'indice IFO, la composante anticipation de l'indice IFO, si on regarde le PMI global également, on a eu un petit tassement, mais ça me semble assez mineur. Je pense que la tendance est bonne. On a eu des surprises économiques qui ont été très favorables au cours des 6 derniers mois. Et a priori, les conditions sont telles que l'économie va bien se tenir et que les surprises, pour moi, sont plutôt à la hausse. Et donc, pro-risque. Il faut rester pro-risque dans ces investissements, la conduite de ces investissements. Pro-risque et pro-valeur cyclique également. Ouais. Avec encore le risque qu'à un moment, il y ait trop d'exubérance dans le marché, mais je ne pense pas qu'en termes de positionnement, on en soit là aujourd'hui. C'est une année de cycle pour les valeurs cycliques, par exemple, Gérald ? Oui, ça peut. Après, est-ce qu'une bancaire est cyclique ? Je sais pas, moi je regarde la performance. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand on voit la performance des bancaires l'année dernière, on a été quand même bien payé en Europe. Ça représente quoi, 50% finalement de la hausse du marché, à peu de choses près. Donc oui, on peut avoir, ceci dit, effectivement une rotation favorable au cycle. Après, quand on entend cycle, on entend aussi, nous en tant que gérants, value, etc. La value en Europe, ça fait 3 ans, ou voire un peu plus, qu'elle surperforme la croissance. C'est l'inverse des États-Unis. Donc on est déjà finalement dans cette inversion value/cyclique, même si tout n'est pas égal par ailleurs. Mais il y a quand même déjà ça qui est mis en place. Après, pour rebondir sur l'Allemagne et ce que disait Vincent, effectivement, en plus, maintenant on commence à avoir des ordonnances en Allemagne qui sont en train d'être signées pour débloquer les budgets. Donc ça va venir. Alors évidemment, la question qu'on se pose tous, c'est mais dans un contexte de déficit important, de dépenses publiques, est-ce qu'on va avoir les moyens de tout ça ? Bon, j'ai l'impression que l'Allemagne s'est enfin débridée. Oui. Donc ça devrait arriver. Donc l'Europe est peut-être un peu plus aujourd'hui qu'une diversification comme on pouvait le voir en début d'année dernière.
Après, il faut voir que l'année dernière, on attendait 8% de croissance de bénéfices en Europe, on a fini à -2. Là, on attend 15. Il faut espérer qu'effectivement, on n'ait pas une baisse au fil de l'eau d'autant. Alors, l'espoir ne fait pas une stratégie, Gérald. Est-ce que ça peut être plus qu'un espoir après 3 ans? Non, clairement, je pense qu'il faut avoir quand même un peu de diversification, notamment si on est dans un scénario qui est loin d'être clair sur le dollar, mais que Vincent exprimait d'une potentielle poursuite de l'affaiblissement du dollar, ce que peut vouloir Trump, effectivement. Il faut que pour les investisseurs qui ne peuvent pas se protéger contre le risque de change, donc qui ne vont pas forcément tirer parti de tous les investissements aux États-Unis à cause de la devise, qu'ils diversifient, que ce soit effectivement sur l'Europe. Il y a aussi peut-être des choses à faire sur les émergents, surtout dans un contexte où le dollar peut encore se déprécier. On sait que ça va un peu avec. Donc il y a des choses à faire aussi en dehors de la tech, de l'IA américaine, même si elle reste prépondérante et qu'on continue, en tout cas chez nous, à apprécier ce secteur, avec une sélectivité plus ou moins différente par rapport à avant. Là, il y avait le narratif, les gens qui investissent, on y va. Maintenant, c'est qui sont ceux qui monétisent aussi. Et ce sont des choix d'investissement qui sont plus réservés, entre guillemets, aux pionniers, aux aventuriers. Il y a des flux aujourd'hui qui accompagnent ces logiques de diversification en dehors du monde dollar, des actifs américains. Il y en a un peu plus, on aime bien être porté par les flux. Alors, il y en a où c'est quand même plus compliqué. Même l'année dernière, on a parlé souvent des petites et moyennes valeurs en Europe. On a eu un faux départ, malheureusement, en mars-avril, je crois. Ça s'est arrêté plus ou moins en août, la surperformance des small et mid. On y avait un peu cru, malheureusement un peu à tort, parce que derrière, ça s'est encore dégonflé. C'est reparti avec l'IA, les large caps, etc. Voilà, et donc, à un moment ou à un autre, on aimerait voir effectivement des flux, et c'est là où vous avez raison, il faut que les flux reviennent pour aussi faire fonctionner. Il y a une espèce de fatigue parfois dans le marché, et cette fatigue, il faut que ça soit compensé par des flux, quoi. Sinon, on ne peut pas avancer, même si les valos sont là, même si les bénéfices sont moins bons, et si on constate tout ça, ça peut faire revenir les flux, effectivement. Donc on y croit un peu quand même, ouais. C'est quoi la part d'actifs non américains qu'on a envie d'avoir? Enfin, jusqu'où on a envie d'avoir des actifs en dehors des États-Unis, Kevin, en Europe, dans les émergents. Si je dois les grader, c'est-à-dire que la principale zone de surpondération qu'on peut avoir dans des portefeuilles, on va dire d'actions globaux, ce sont les pays émergents, et on a à peu près 2 fois l'indice. Voilà, pour vous répondre. Et ensuite, c'est une conviction forte. Et ensuite, c'est des actifs européens. Alors, on n'a pas autant, mais on surpondère aujourd'hui clairement les pays émergents, l'Europe dans une certaine mesure, et puis les États-Unis sous-pondérés ensuite. Sur l'Europe, on a quand même eu des chiffres en fin de semaine qui étaient pas mauvais. On a eu des chiffres de production industrielle en Allemagne qui ont surpris positivement. Voilà. Donc, les commandes aussi, disait exactement. Vincent, Donc c'est vrai que la séquence qu'on a pu voir, c'est que si on se replace il y a 1 an de ça, le marché est un peu payé pour voir, en se disant ça y est, Merz va être élu, on va avoir des plans, l'Allemagne, le fameux changement de paradigme qui est utilisé à peu près dans toutes les perspectives de toutes les sociétés de gestion du monde. Ça a mis du temps à se matérialiser quand même à main. Donc ce manque de visibilité qui caractérise la France, il a aussi caractérisé l'Allemagne. Et donc possiblement, le marché va attendre un petit peu de voir est-ce qu'on retrouve bien cette impulsion budgétaire dans les résultats des entreprises. Pour autant, je crois que le positionnement sur les actifs européens, il n'est pas aussi important que sur d'autres marchés. Les niveaux de valorisation aussi. Sur la partie cyclique, faut aussi faire attention. C'est-à-dire que ce qui était value très peu cher il y a quelques mois, les mois. Je regarde, je sais pas, le secteur commun. Le secteur automobile, c'est cyclique, ça. Ça c'est bon. Donc voilà, le ratio court-bénéfice du secteur automobile européen, il est passé de 7 fois à 15 fois ou 13 fois. Alors. On peut me dire 13 fois, c'est quand même moins cher que la technologie américaine, certes, mais on est quand même, ça fait pas autant de signaux positifs. Mais quand on construit un portefeuille, aux États-Unis, je partage l'avis de Gérald, c'est-à-dire que on va plutôt privilégier certaines valeurs et avec de plus en plus de sélectivité, pour repasser un poncif des perspectives. Mais sur le secteur de l'intelligence artificielle, et exactement, on essaye de gérer un peu notre risque là-dessus, et ensuite, sur des actifs, des actifs un peu moins investis, on pense au secteur de la consommation, par exemple, qui a été complètement délaissé. Alors c'est sûr. Donc là, on est plutôt dans l'univers
qualité. Ouais, plus. Ouais. Mais voilà, et c'est pareil, c'est-à-dire que c'est pas évident de briller quand on a des entreprises qui affichent des taux de croissance à long terme de 15, 20, 30, 35%. Pour autant, de la croissance organique, on en trouve aussi dans certaines valeurs et de valeurs de consommation. Donc sur la question des cycliques, c'est plutôt comme ça que j'y rentrerai que via l'automobile ou via le secteur bancaire qui a quand même qui sort de plusieurs années de surperformance. Exactement. Oui. Du Nasdaq. Mais c'est ça, exactement. Il y a effectivement des choses intéressantes à faire aux États-Unis, malgré tout, aussi en dehors de la tech. Et là, c'est ce que je voyais en fin d'année dernière. Les Max 7 sous-performent le S&P à l'arrivée, à part une ou deux d'entre elles qui font mieux, mais l'ensemble du pack Max 7, voilà, c'est ça, fait moins bien, et le S&P 493 fait mieux que le reste de l'indice. Le Russell 2000 également. Et le Russell 2000 aussi. Et ça, c'est peut-être aussi, en tout cas, un début de bonne nouvelle, c'est que dans toute la séquence dont on parlait, c'est-à-dire là, 7, 8, 9 jours de jours ouvrés boursiers, on a l'impression d'avoir fait avance rapide et d'avoir fait 12 mois. On a fait la vie. Pour autant, on voit quand même cet élargissement des moteurs de performance. Donc là où on pouvait se poser des questions sur une concentration très forte, sur un nombre extrêmement restreint de valeurs, ce qui est une source d'inquiétude pour quand on gère des portefeuilles et qu'on les construit, d'avoir cet élargissement des moteurs de performance, je pense que c'est quand même un signal positif qui nous est envoyé par le marché. Alors, je discute moins avec des stratégistes américains par nature, Vincent, mais j'ai l'impression que ce qu'on décrit là, est-ce que vous y adhérez dans quelle mesure chez General Investment? J'ai l'impression que ça devient très consensuel comme idée. Oui, alors c'est vrai que nous, on a la diversification géographique et que le reste du monde va continuer de payer face à un marché américain qui doit tenir, j'imagine, puisque c'est le marché leader, mais qui sera peut-être pas aussi surperformant qu'il l'a été sur ces dernières années. Oui, absolument. Et il y a un engouement. Je pense qu'il y a encore pas mal de réserves envers l'Europe, et l'Europe reste en effet, je pense, sous-investie. Il y a les discours et le positionnement, comme vous dites. Voilà. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes sur le positionnement de l'Europe, notamment dans ce contexte géopolitique mouvant, où l'Europe a quand même encore du mal à décider rapidement et un peu coincée. Alors, on a réduit la dépendance à la Russie, mais on a augmenté la dépendance aux États-Unis, et on voit que le président Trump a des comportements qui ne sont pas forcément toujours très amicaux. Donc voilà, l'Europe, il y a encore pas mal de doutes sur l'Europe. Il y a peut-être davantage de consensus vers les pays émergents, puisqu'effectivement, la croissance des pays émergents surperforme par rapport au marché développé. Et ça ne s'était pas produit depuis assez longtemps. Les devises se reprennent. Alors, elles ont performé de façon formidable l'année dernière, surtout si on inclut le carry, le portage, mais elles partent d'un niveau très bas et de plusieurs années de forte sous-performance. Et même chose pour les marchés d'actions. Donc là, il y a pas mal de potentiel et de potentiel de diversification également. Quand on parle de tech, par exemple, je pense qu'un des sujets d'inquiétude sur le marché, c'est la convergence de la Chine vers les États-Unis. C'est-à-dire que la Chine rattrape son retard, aussi bien au niveau des puces qu'en termes de qualité et de performance des modèles d'intelligence artificielle. Donc là, il y a probablement du potentiel. Donc nous, on est également favorable, effectivement, sur les émergents. Mais c'est probablement quelque chose qui devient assez consensuel. Un peu plus, en tout cas, qu'il y a un an, ça je vous le confirme. Sur l'Europe, oui, c'est difficile, c'est toujours l'histoire un peu de la tortue, etc. Mais ce thème de la souveraineté ou de l'autonomie stratégique de l'Europe, est-ce que c'est quand même un thème d'investissement puissant de long terme aujourd'hui? Est-ce que vous l'identifiez comme tel chez General Investment, plus qu'un effet de mode, en tout cas? Non, clairement, il y a eu une réaction des autorités européennes à la suite du rapport mais qui s'inscrit dans le temps. Même si demain, le conflit russo-ukrainien s'apaise, et on le souhaite tous, c'est toujours un peu la même question. Est-ce que la volonté politique reste solide derrière pour... Je pense d'acquérir. Je pense qu'il y a une compréhension très claire du besoin d'acquérir une indépendance, une souveraineté plus forte. Regardez comment l'armement commence l'année, et également très très fort, parce que ces perturbations géopolitiques accentuent la pression pour devenir indépendant et pour dépenser dans tout ce qui est militaire. Alors, le président Trump lui-même a demandé une forte augmentation du budget militaire américain de 500 milliards, hein, c'est quand même 50%, donc... 500 milliards, voilà, c'est le standard. C'est le montant des investissements, CAPEX, IA, c'est l'augmentation d'un budget aux États-Unis. Ça ne va pas faciliter la discussion budgétaire aux États-Unis. Rappelons qu'à la fin de ce mois, on a une nouvelle échéance pour financer le budget de l'État, avec un risque de shutdown. Mais toujours. Ce ne serait pas, encore une fois, pas très favorable pour les actifs américains et le dollar en particulier. Mais plus généralement, il y a cette pression pour augmenter typiquement les dépenses militaires. Mais même chose au niveau technologique. Vous citiez le secteur de la défense et de l'armement.
l'armement en Europe là qui part en 2026 comme une balle. Enfin, est-ce qu'à un moment on se pose la question d'une bulle ou pas sur ce secteur-là et sur ces valeurs, Vincent ? Encore une fois, vu la pression pour dépenser et gagner en indépendance, je pense que ce thème probablement reste porteur. D'accord. Peut-être deux remarques. Bien sûr, sur l'Europe, justement. Tout à l'heure, Vincent a dit quelque chose qui m'avait pensé à un titre qu'on a donné sur l'Europe, c'est le réveil paralysé de l'Europe. Parce que c'est un petit peu ça, en fait. On sent qu'il y a un réveil, mais voilà, on est un peu coincé. Le deuxième remarque, c'est plus sur les émergents. On a ouvert les yeux, mais il faut que le corps se mette en mouvement, quoi. C'est un peu ça. Ah ouais. La deuxième remarque, c'est sur les émergents, parce que moi-même, je dis les émergents, il y a des choses à regarder, mais en même temps, sur la dernière revue qu'on a fait un peu en profondeur sur les émergents, on a remarqué un truc tout bête, et je pense que je vais l'apprendre à personne, mais il faut quand même l'avoir à l'esprit, c'est quand on fait des émergents, on fait aussi beaucoup de tech. Oui, bien sûr. Donc, quand on fait en Asie notamment, en Asie notamment, donc ça veut dire que Jensen en a parlé ce week-end au CES sur les capacités, enfin en tout cas les capacités des Coréens à délivrer ou à bénéficier de la mémoire. Le marché coréen est considéré comme un marché émergent. Donc n'oublions pas du fait de sa structure Taïwan, Corée. Donc n'oublions pas que quand on se dit on va diversifier avec des émergents, parfois on achète des émergents qui ont 40-50% de tech. Donc en fait on rajoute du risque au risque qu'on a déjà par ailleurs. Donc voilà, gardez un petit peu ça. Et le deuxième truc sur les émergents. Peut-être que là, M. Trump nous donne à réfléchir une allocation géographique qui est le LATAM. Parce que le LATAM, c'est vrai qu'on le regarde moins depuis quelques années, et pourtant il y a eu quelques perfs sympathiques dans certains pays. Donc on achète la doctrine Donroe, donc on a envie d'être dans le... On peut se dire, est-ce qu'il n'est pas en train de se dire, tiens, le Make Great America Again, c'est aussi en territorial, et finalement je fais un espèce de protectorat des Amériques qui peut potentiellement être favorable à certains marchés boursiers de la zone. Global peut se dire, tiens, j'ai envie de me mettre dans le sillage de ce que les États-Unis sont en train d'essayer de faire. En tout cas. Ça se regarde. Je ne dis pas qu'il faut mettre 10% d'allocation là-dessus, mais quand on a une poche émergente où on se dit, est-ce que je rachète de l'Asie, effectivement, on aura 50 de tech, peut-être qu'on peut faire autre chose, tout comme d'ailleurs en Europe de l'Est. C'est vrai que depuis Russie et Ukraine, on ne regarde plus trop l'Europe de l'Est. Il y a eu des super perfs, notamment en fin d'année, sur la Pologne et autres. Qu'on regarde, moi je sais, j'avoue, à titre perso, humblement, je ne regardais plus trop ces marchés-là. Donc il y a peut-être des choses qu'on oublie par la mauvaise habitude. Kevin ? Sur la technologie, oui, il y a une corrélation forte entre la technologie asiatique et américaine. Enfin, les niveaux de prix moyens, c'est pas les mêmes non plus. Donc ça, c'est quand même une forme de diversification quand même. Pour dire les choses un peu crûment, si on a un gros pain sur la tech américaine, on peut se poser la question, d'ailleurs il nous reste quelques minutes, il se répercutera, mais dans une moindre mesure, sur des valeurs de tech asiatiques ? Alors ça dépend d'où ça vient, mais c'est vrai que si c'est ce qui fait peur au marché, pour essayer de faire un fil rouge dans notre conversation, c'est des taux longs, des taux adhésion américains qui se rapprochent des 5%, ça fera sans doute bien plus peur sur des valeurs qui sont très chèrement valorisées que sur des valeurs asiatiques qui le sont beaucoup moins. Voilà, pour répondre directement à votre question. Donc ça, c'est si c'est un peu plus que ça, si c'est un questionnement un peu plus profond sur l'ampleur des investissements IA et de leur rentabilité, ça peut affecter quand même l'ensemble de la planète. Ça peut en affecter d'autres, mais là aussi, je veux dire, investir sur des valeurs technologiques chinoises, ça peut être aussi une façon de gérer son risque. C'est peut-être de là que viendra, on va dire, les questions sur des niveaux de marge à 70% et pas trop sur la Chine. On aime bien investir sur les marchés émergents en général. Et c'est vrai que sur l'Amérique latine, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que quand on regarde la séquence extradition, débarquement, enlèvement, je sais pas quel est le terme approprié, de Maduro, on voit que les actifs mexicains ont fait beaucoup moins bien que les actifs colombiens. Alors même que Mme Sheinbaum a montré quand même beaucoup plus de capacité à échanger avec M. Trump, beaucoup plus que complètement. Et donc, et ça pourquoi ? Parce qu'en Amérique latine, on a quand même un cycle électoral là, qui a commencé il y a, on va dire, un trimestre. Et donc, la perspective de voir potentiellement certains pays s'aligner avec la doctrine américaine, oui, c'est potentiellement de nature à rassurer les marchés, peut-être dans le narratif, mais peut-être aussi parce que c'est, on va dire, des mouvances politiques qui ont plutôt historiquement démontré une forme davantage de politiques favorables au marché et à l'économie que des politiques plus ancrées à gauche de l'échiquier politique. Oui, une forme de pragmatisme du marché. Et globalement, je crois que sur les marchés émergents, si on nie tous plus de croissance mondiale, une demande forte pour les infrastructures, ça veut dire plutôt une bonne nouvelle pour les matières premières et $1
faible ou pas fort, c'est quand même un cocktail qui est plutôt... c'est comme ça que vous le résumez, Vincent, d'ailleurs, chez Generali. Alors, les risques géopolitiques, notamment avec une administration comme celle de Trump, mais pas que Trump, sont majeurs. En revanche, le risque macro, il semble plutôt contenu quand même pour cette année 2026. Oui, le risque de politique économique probablement diminue fortement. Vous avez insisté sur le fait que Trump essaie de corriger le sentiment négatif de l'électeur américain, du consommateur américain. J'aime rappeler quand même, regardez l'enquête de Michigan, les consommateurs sont extrêmement pessimistes sur le marché de l'emploi, aussi pessimistes qu'ils ne l'étaient quasiment pendant la grande crise financière. C'est ça. Ils sont également assez inquiets de l'inflation. Donc les deux combinés, ça implique beaucoup d'inquiétude sur le pouvoir d'achat. Et donc on voit que Trump met en place effectivement des politiques pour essayer de rassurer le consommateur. Mais je pense que 2026, effectivement, sera consacré à la préparation de l'élection de mi-mandat. Et ça veut dire un risque de politique économique toxique, entre guillemets. Ce que j'appelle toxique, c'est stagflationniste, donc des politiques potentiellement dangereuses pour la croissance et qui poussent l'inflation à la hausse. Probablement, on ne va pas voir ça cette année, voire on va voir un peu de rétro-pédalage. Et le marché pourrait croire à ce rétropédalage, notamment potentiellement avec l'aide de la Cour suprême, si les tarifs la base légale des tarifs est bien validée. Ça peut rendre l'administration Trump d'autant plus offensive pour remettre des tarifs. Elle n'y aurait pas intérêt. Elle aura d'autres moyens pour maintenir les tarifs, mais je ne pense pas qu'elle va redoubler dans l'intensité des tarifs. Probablement, ce sera l'occasion de peut-être réduire un peu la pression et notamment de rassurer le consommateur sur l'inflation. Comment vous voyez, Vincent, alors il nous reste quelques minutes, mais la conversation se structurer autour des enjeux de l'IA cette année? Est-ce que c'est déjà le moment de rendez-vous pour chacun de ceux qui s'engagent sur des montants d'investissement de CAPEX stratosphériques? Est-ce que c'est déjà un moment de rendez-vous là, dans les prochains mois et les prochains trimestres? Les inquiétudes, c'est effectivement sur la rentabilité de ces investissements qui vont se poursuivre, il n'y a aucun doute, en 2026. Et est-ce que on va voir émerger une concurrence, une compétition? C'est l'exemple de DeepSeek il y a un an, en février 2025. Est-ce qu'on pourrait avoir émergé une concurrence, une compétition qui inquiéterait sur la rentabilité de ces investissements? Donc ça, je pense que quand on parle de technologie, d'IA, il faut diversifier notamment vers les bénéficiaires de l'intelligence artificielle. Et là, on voit de plus en plus d'applications, même si les entreprises, si on regarde les enquêtes auprès des entreprises, beaucoup d'entreprises aujourd'hui disent « ça n'a pas d'impact sur ma productivité », ou en tout cas, on n'est pas certain. C'est clairement la réponse dominante. On voit quand même davantage d'initiatives. Alors, je peux citer l'exemple de Siemens avec Nvidia, par exemple, mais on a également JP Morgan sur le proxy voting avec l'aide de l'IA. Donc, on voit davantage des cas d'usage qui commencent à émerger. Donc, les bénéficiaires, clairement, commencent à gagner, à collecter les fruits de cette technologie. Ouais, sachant que le marché a été très rude quand même, quand il a choisi d'identifier un gagnant, c'est un gagnant, et quand il choisit d'identifier un perdant, c'est un sacré perdant. La perception peut changer quand même, le marché s'est planté, on verra si le marché a raison dans la manière dont il s'est polarisé entre gagnants et perdants de l'IA. Oui, peut-être. Après, encore une fois, je pense que c'est vrai que c'est une tarte à la crème, mais la sélectivité est hyper importante parce que les narratifs évoluent. Et comme je le disais tout à l'heure, on passe du narratif où dès qu'on dit on investit dans l'IA, on paye. Alors avec l'exception d'Oracle où on a payé au début, puis on s'est rendu compte que finalement la façon dont on paye était peut-être pas ce qui était plaisant. Donc à un narratif où effectivement, alors que ce soit effectivement comme dit Vincent, ceux qui profitent, ce qu'on appelait les SS2I, je veux dire le massacre qu'il y a eu sur ces boîtes-là, Capgemini encore aujourd'hui. Comment on diffuse l'IA dans les entreprises si c'est pas ces boîtes-là qui vont mettre de l'IA dans leurs produits, quoi. Mais justement, quand on parlait de gérer des portefeuilles, ce qui convient de faire peut-être aujourd'hui. Alors, je garderais bien de faire du conseil d'investissement, mais si vous investissez, c'est ce que vous avez dans les portefeuilles. Mais c'est bien que on a cherché à réduire donc ces valeurs avec, désolé pour le jargon, avec un bêta élevé, celles qui en ont bénéficié, et ensuite investir plutôt sur des SS2I parce que on va dire être un acteur historique, c'est un atout. C'est-à-dire que toute
ces entreprises qui cherchent à internaliser une capacité d'intelligence artificielle, elles le font déjà, elles le feront en partie, mais de se dire que de facto, ça veut dire qu'on n'a plus de SS2I. Mais bien sûr. Exactement. Je pense que c'est peut-être une exagération à la baisse. Gérald, pour conclure rapidement. Oui, non, factuellement, là encore, si on s'en tient aux fondamentaux et aux résultats attendus, quand on regarde croissance S&P 500, on est à 15, quand on regarde le secteur de la tech, on est à 25-30, et quand on regarde les semis, on est autour de 45-50. Donc, est-ce que ça va tenir ad vitam? Probablement pas, mais le temps que ça se calme, il y a encore un peu de choses à faire de façon sélective. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour cette première émission de la semaine. Smart Bourse avec Gérald Grant, Fundesis, Vincent Chéniaud, General Investments et Kevin Tauzet, Carmignac.